Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour madame. Et bonjour Véronique Jeunesse. On est ravis de vous voir et de vous avoir. Vous étiez venu l'année dernière. Oui. On va parler avec vous théâtre puisque Betty's Family reprend au théâtre de la Bruyère à partir du 22 septembre. Donc c'est bientôt du mardi au samedi. Enfin, vous êtes. Enfin. Ouais. Le Covid vous a interrompu. Oui, Covid interrompu, oui. J'ai eu un Covid interrompu. Voilà. Ouais. Pendant 7 mois, j'étais en pleine tournée. J'avais toutes mes dates en mars-avril. Donc, poum. Et puis après, je devais recommencer Betty's Family à partir de juin. Et donc, on ne le recommence que le 22 septembre. Mais on le recommence, c'est l'essentiel. On est ravis. On va en reparler. On va revenir sur cette pièce. La question du jour, Gilles, elle est liée à notre la question, invité. absolument. Est-ce que vous êtes prêt à retourner dans les salles de cinéma, de théâtre, de spectacle? Eh bien, pour le moment, j'ai une mauvaise nouvelle pour notre invité. À 36%, oui, mais 64% ne sont pas prêts à retourner au théâtre. Bon, des mauvaises langues disent que c'est cher, il n'y a que des navets pour le moment, et que les films ou les pièces sont souvent des reboots d'œuvres déjà faites auparavant. Donc, Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, c'est vraiment une œuvre originale. Là, c'est une œuvre originale. D'ailleurs, on va être une des seules créations, parce qu'il y a beaucoup de reprises. Donc nous, c'est une vraie création qui est vraiment une pièce formidable, extrêmement bien écrite par Isabelle Rougerie. Oui, et puis c'est un divertissement. Un vrai divertissement, mais c'est une vraie comédie. Ouais. C'est pas du boulevard, c'est pas burlesque, c'est vraiment une comédie de la vie. Si on devait l'apparenter à un genre, on pourrait dire que c'est dans la veine de Cuisine des dépendances ou Un air de famille. Je sais, ça paraît ambitieux, mais on l'est. Ouais. C'est vraiment une pièce avec des vrais rapports humains, et c'est, je dirais, l'exaspération. Non. L'exaltation, l'exomile, non, l'exomile, c'est l'exomile. Non, c'est l'exacerbation. D'accord, très bien. Latin, hein. L'exacerbation de tous ces caractères qui font que la drôlerie est là, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment un très bon moment. Enfin, tous ceux qui l'ont vu jusqu'à présent, qui ont eu la chance de venir nous voir en filage et tout, ça sent très bon. Vous comprenez nos auditeurs qu'ils aient eu peur de s'enfermer dans un bien sûr, théâtre. je les comprends très très bien. Mais en même temps, les jauges sont En même temps, les jauges sont à moitié, donc plus... on va dire que finalement, entre tous ceux qui n'y vont jamais et qui répondent non, et tous ceux que finalement, apparemment, pour ceux qui ont repris déjà, ça se passe plutôt très très bien, que les gens y vont surtout au dernier moment, que je vais leur dire venez, on n'a pas le Covid, on va s'éclater, on va rigoler. Il y aura un siège entre chaque. Il n'y aura pas un siège entre chaque, un siège entre chaque groupe. Alors je conseille de tous se retrouver à l'extérieur du théâtre et d'être 330 à se regrouper, dire on est un groupe de 330, comme ça on fera une jeune pièce. C'est une bonne idée. On va parler de la pièce tout à l'heure. On va surtout passer au zapping, voir ce qui s'est passé hier soir et même ce matin, je crois, Gilles. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, c'est la fin d'une époque, le départ du trésor de Jean-Pierre Pernaut. Et cette fois-ci, il n'a pas annoncé ce matin. Et oui, il n'a pas. Et cette fois-ci, il n'y a pas de licenciement ou de drame à TF1. C'est lui qui a choisi sa date et c'est lui qui a choisi son départ. Il ne va pas s'arrêter là, je pense quand même. Non, mais écoutez, il en a parlé sur son Twitter. Il a publié lui-même le message sur Twitter. J'ai décidé, et c'est ça l'information que je vais vous donner, de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Quel que soit leur choix pour prendre le relais, je suis certain que Gilles Pélisson, le patron de TF1, et Thierry Tulier, le patron de l'information, auront à cœur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité avec vous, avec les Français, avec les régions qu'on aime tant. Vous allez le présenter, moi. Vous allez le présenter? Bah oui, c'est... Oh non. Non, oh non, trop de contraintes. Trop de contraintes tous les jours. Vous vous rendez compte, ça fait quoi, 40 ans, on a fêté les 40 ans de JT de Jean-Pierre Pernaut. Donc il a expliqué que le Covid, en fait, lui avait fait prendre conscience qu'il fallait qu'il change de rythme. Donc il dit qu'il restera à TF1, qu'il fera autre chose. Oui, tu veux continuer à faire tout ce qu'il fait pour les villages, l'information avec les villages. Jean-Pierre, je te propose de reprendre combien ça coûte. Voilà, nous avions présenté ensemble, qui est plus que jamais d'actualité. Voilà, une bonne reconversion. Gilles, on continue le zapping. Hier sur LCI, Zineb El Arazaoui est revenue sur la polémique, vous savez, de la cuisinière voilée Iman Boun. Pour elle, attention, c'est une militante. On ne peut pas juste dire que cette jeune fille, Iman, était là innocemment pour faire des recettes de cuisine. Mais nous avons un peu cherché, nous avons enquêté et évidemment, comme toutes celles qui veulent absolument pousser la présence du voile partout, c'est une militante islamiste. Elle envoie des kits comprenant un tapis de prière, un Coran, un voile pour les sœurs, ce sont ses mots, et elle dit, dans le
cadre où vous ne souhaitez pas que votre famille tombe sur ce colis, vous pouvez faire livrer chez une amie, etc. Qui sont ces jeunes filles qui ne voudraient pas que leurs parents tombent sur le voile et que Iman vise? Donc, est-ce qu'on va encore me dire que c'est juste une innocente gentille voilée qui fait des gâteaux? Vous l'aviez vu sur BFM, cette recette? Oui, j'ai vu sur Twitter. Sur les réseaux sociaux. Oui. Je suis assez d'accord avec Zineb, comme souvent. Ouais. Dans ces politiques On en dimanche. reparlera, nous, à 11h avec Véronique Jeunesse, avec Judith Weintraub, qui a tweeté, qui a fait le fameux tweet 11 septembre, absolument, et qui s'est fait menacer de mort. Donc on y reviendra avec elle tout à l'heure. Dans ces politiques dimanche, ce son étonnant de Samia Ghali, qui est l'adjointe au maire de Marseille et qui se révèle anti-vaccin du Covid-19. Mais moi perso, même si tu me donnes le vaccin, je ne le prends pas, je ne le veux pas. Moi, ni moi, ni mes enfants, ni mes proches en tout cas. Je ne veux pas être cobaye pour faire plaisir à certains laboratoires. On sait très peu de choses sur ce vaccin. Voilà. Ça vous choque, hein, ça vous énerve, Valérie? Non, sur le Covid, je pense que les gens, mais d'être anti-vaccin, moi, ça me choque. Je ne sais pas quel est votre... Il n'y a pas être anti-vaccin ou pas vaccin. Je dirais, elle l'a dit, elle n'est pas anti-vaccin. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça, parce qu'elle est vaccinée et qu'elle a tous les autres vaccins. Et que oui, c'est pas exactement la même chose. C'est pas bien de dire qu'elle est anti-vaccin, elle est anti-ce vaccin. J'ai mis anti-vaccin. Moi, personnellement, Oui, je ne suis pas anti-vaccin, mais il est évident que se faire vacciner, il faut que ça en vaille la peine déjà. Il y a beaucoup d'épidémiologistes qui vous disent, mais pourquoi se faire vacciner d'une maladie qui n'a pas de mort? Voilà, c'est ça en fait le vrai problème aussi. Pourquoi vouloir absolument nous faire vacciner? Parce que voilà, donc je ne sais pas. Moi personnellement, je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'opinion. J'attendrai de voir. Non, c'est particulier. C'est pas tous les vaccins. Oui. Je peux comprendre qu'on soit réticent sur un nouveau vaccin dont on ne connaît pas forcément l'efficacité. Est-ce que c'est vraiment par exemple qu'on soit anti-vaccin sur des vaccins comme à l'époque de la variole, il y a eu plein de polémiques sur la variole parce que la variole était il y avait beaucoup de morts et surtout, mais le vaccin de la variole aussi était. Mais le rapport danger, voilà, il faut mettre dans la balance le rapport bénéfice. Voilà, mais c'est vrai, on a un auditeur qui nous dit comment des responsables sont aussi cons dans l'ignorance sans savoir d'un produit qui n'est pas encore fait. Il a pas tort. Et je pense qu'à partir du moment où un vaccin sera mis sur le marché, on en parle trop tôt. On en parle beaucoup trop tôt et qui sera pour le coup. Maintenant, là aussi, au niveau politique, c'est complètement. Il y a quand même beaucoup d'incohérences parce que on est en train de fustiger le vaccin russe. On est en train de fustiger tel vaccin. On a l'impression que c'est quand même la course au vaccin, une course politique au vaccin, une course financière au vaccin. Si on arrêtait de nous faire des trucs comme ça, peut-être qu'on aurait plus confiance dans les vaccins aussi. Et là, d'un coup, on se dit, mais attends, c'est quoi? Pourquoi celui-là, il serait moins bien que l'autre? Parce que c'est la Russie, parce qu'on n'est pas d'accord avec politiquement. Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'on arrête aussi de nous bourrer le mou et qu'un jour, on vienne nous dire, voilà, il y a un vaccin, il est bon, il est fiable, et on verra si on y va. Ouais. Pourquoi vous ne faites pas de la politique? Parce que l'eau est trop froide et profonde et il y a des piranhas dedans et j'ai peur des poissons. Mais ça vous aurait tenté? J'adore la politique, moi. Ouais. Bah oui, vous tweetez énormément, vous êtes très engagé. J'adore la politique, c'est ma passion. Voilà. Allez, Gilles. Alors, également, cette colère du médecin Axel Kahn hier sur France 5 dans C'est à vous contre ceux qui disent que les lits des hôpitaux sont vides. C'était hier soir. J'ai vraiment hurlé parce que j'étais très triste, très désolé. Des total inconscients qui à un moment donné disaient très fiers, voyez, on nous raconte des blagues, voyez, il n'y a pas les hôpitaux qui se remplissent, voyez, il n'y a pas les réanimations qui se remplissent, voyez, il n'y a pas de mort. Mais quelle inconscience, quelle cécité. C'est incroyable réellement que du crédit ait pu être accordé à ce type de discours. C'est invraisemblable. Bon, vous n'êtes pas tout à fait sur cette ligne-là. Non, c'est pas ça. C'est que moi, tout à coup, je me pose une vraie question. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire qu'on nous a confinés parce qu'on manquait de lits d'hôpital. Et tout à coup, on est là. Et finalement, y a-t-il plus de lits d'hôpital aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est mis à se dire, voilà, le vrai truc pour arriver à lutter contre ça, c'est peut-être pas de foutre en l'air l'économie, mais de créer des lits d'hôpitaux et de faire qu'on ait une réponse plus importante si jamais ça revenait. Mais non, vous pouvez pas dire ça parce que les séquelles sont violentes quand on est en réanimation. Mais il ne s'agit pas d'aller en réanimation, on peut soigner les gens différemment. Attendez, il ne s'agit pas d'aller en réanimation. Je veux dire, la réanimation, c'est trop invasif. Maintenant, on soigne les gens différemment. Il y a quand même beaucoup d'autres moyens. Avant, il y a beaucoup moins de gens qui arrivent en réanimation. Et fort heureusement.
Grâce aux Gilles. corticoïdes. Voilà. Et entre pour autres. finir, un peu comme Véronique Jeunesse, très en forme, elle a une même maladie, vous savez, elle a un point commun avec Donald Trump, c'est qu'elle tweete beaucoup. Et hier, dans un document de BFM, vous allez voir, il revenait sur ce travers compulsif du premier dirigeant du pays américain. Donald Trump devient Mr. Tweet. Au début de son mandat, il envoie 9 tweets par jour, mais de plus en plus accro, il se met à tweeter compulsivement. Il atteint son record en mai 2020 avec 468 tweets en une seule semaine. Vous y êtes pas encore, vous. Mais non, mais moi je trouve, alors, carrément, moi je trouve que c'est quelqu'un. Enfin, très honnêtement, moi, je suis pas très choquée par ça parce que les choses évoluent, la vie évolue, et c'est une manière de s'adresser à son public, et enfin à son public, à ses électeurs, à ses citoyens. Il y a un droit de réserve quand vous êtes président. Et c'est un moyen très direct. Oui, mais il y a un droit de réserve quand vous êtes président. Il y a de la diplomatie. Il ne peut pas tweeter un devoir. Un devoir de réserve. Vous ne pouvez pas tweeter comme ça. Pourquoi comme si... Mais pourquoi? C'est vous qui avez. Elles viennent d'où ces règles de droit de réserve quand vous êtes. Et ils font tout cela, les politiques, maintenant. Parce que certains tweets peuvent être ravageurs sans avoir discuté la diplomatie. Ça, c'est autre chose. Que les tweets soient bons ou pas, c'est une autre question. C'est le nombre de tweets, moi, je dis. Après tout, pourquoi pas retweeter des informations? Pourquoi pas tweeter? Peut-être qu'il a quelqu'un qui le fait pour lui. Hein. Non, je crois qu'il tweet lui-même. Je veux dire, voilà. Et ça veut dire qu'il bosse beaucoup, ce mec, franchement. Il est tout le temps en train de bosser, finalement. Bah oui. Et vous tweetez beaucoup aussi. Ah oui, mais j'adore ça. Mais moi, je peux tweeter en train de te parler, moi. Je veux dire, ça me gêne pas. Mais vous vous faites allumer aussi. J'adore ça. Et vous adorez ça? Mais c'est fait pour ça. Mais c'est fait pour ça. Si on se fait pas allumer, ça sert à rien. Je veux dire, ça veut dire qu'on a une opinion molle. Si on se fait pas allumer, ça veut dire qu'on n'a aucune opinion. Et vous les bloquez facilement ou pas? Oh oui. Ah, vous les bloquez? Tous ceux qui insultent, moi. Ah ouais, où je leur réponds, je les insulte, pof, et puis je bloque. Oui, l'insulte. Moi, j'adore la polémique. Ça m'est totalement égal. Bien sûr qu'on est là pour se faire. Où on n'a pas d'opinion tranché, et alors on se fait jamais insulter, on est béni, oui, on met des animaux, on fait mais la vie est belle, mais la violence quand même parfois, quand on voit qu'aujourd'hui il y a des menaces de mort et des insultes particulièrement basses. Non, mais ça c'est insupportable. Non, mais aujourd'hui il y a certains qui se retirent des réseaux sociaux à cause de ça. Oui, bon, on n'a qu'à en ouvrir un autre où on ne pourra pas mener. Enfin, je veux dire, ce sera un peu plus fermé. De répondre, ça rend pas les intéressants ceux qui étaient inintéressants. Est-ce que j'ai pas compris la question. Alors, il y a des gens qui sont pas très intéressants dans ce qu'ils écrivent ou autres, et donc vous leur donnez une importance en leur répondant. Oui, vous rendez intéressants les inintéressants. Moi, je pense que tout le monde est intéressant. Voilà, même les inintéressants. Et alors cet été, vous avez tweeté, vous avez répondu à Isabelle Balkany qui n'avait pas aimé Big Little Lies, et vous lui avez dit que si, c'était une série formidable. Oui, c'est une copine. Je lui ai dit, mais tu t'as tort, tu devrais insister, c'est bien. J'adore Big Little Lies. Ça n'a pas du tout marché sur TF1. Ouais, mais ça veut rien. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien? Non, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient vu avant, mais elle semblait regretter les fictions type Julie Lescaut. Oui, beaucoup de gens les regrettent. Vous aussi? Non. Non, parce que moi j'ai fait 22 ans, ça va, je pense que j'ai quand même pas mal donné. Mais on vous a pas proposé un rôle pas un rôle qui m'intéresse pour l'instant. Aussi, il y a des projets, mais je veux dire, si c'est pas un rôle, franchement, j'irai pas me bloquer pour quelque chose qui n'est pas passionnant. Quoi. Et qu'est-ce qui serait passionnant pour vous? Un rôle de mon âge, intéressant. Moi, par exemple, j'ai été passionnée dans Years After Years, Years and Years, le rôle de Emma Thompson. Moi, je le prends tout de suite. Donnez-le-moi, donnez-le-moi. Moi, une politique, n'importe quoi, un truc un peu costaud, quoi. Demain nous appartient. Mais s'il y avait un très beau rôle dans Demain, moi, je refuse rien, moi. Par principe, je ne refuse rien. J'aime mon métier, j'aime jouer un très beau rôle. Donc il faut un rôle, il faut un beau rôle. Il faut un beau rôle, il faut quelque chose à jouer, quoi. Et alors là, c'est le théâtre qui vous offre un rôle. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas remonté sur scène? Au théâtre, mais j'y suis tout le temps depuis que j'ai arrêté Julie. J'y suis en permanence, j'ai au moins fait 5 pièces. J'étais. Oh, Valérie. Mais moi, je ne vais pas au théâtre. Pourquoi? Parce que j'aime pas le théâtre. J'ai fait depuis que j'ai arrêté. J'ai fait portrait craché pendant. J'ai fait portrait craché pendant 1 an et demi avec une tournée qui a super bien marché. Après, j'ai fait face à face avec Martin Labotte. C'est vrai. Avec une grosse tournée. Après, j'ai fait avec les masques qui est passé sur Paris Première. Après, j'ai fait Gina et Cléopâtre qui a été justement interrompue après le début de la tournée, que j'ai
enregistré et qui va passer bientôt à la télé. Et maintenant, je suis sur Avec Bêtise cette Family. pièce Ça va quand Bêtise même pas Family. mal, Non, mais j'ai fait une gaffe. Normalement, on aurait coupé si on était enregistré. Mais c'est vrai que j'avais vu avec Martin Lamotte. Donc, c'est une grosse bêtise que je vous dis. Bêtise Family. Une grosse Bêtise Family. Ouais, Bêtise Family. Donc, Bêtise, c'est Betty, le nom. Betty, le nom de ma mère. Voilà, de votre nom. Et alors là, c'est un tourbillon dans cette pièce. Racontez-nous un petit peu. Oui, c'est quelque chose de familial. Vous êtes. Je suis la sœur aînée. La sœur aînée, psychorigide, intolérante au gluten. Psychorigide, disons, oui, on peut dire un peu psychorigide, intolérante au gluten, un peu feng shui, un peu. Ouais. Ça vous ressemble ou pas? Non, pas trop. Pas tellement. Non, oui. Non, pas du tout. Non, logiquement pas. Mais j'adore ce genre de personnage parce qu'on a tous comme ça quelqu'un dans sa famille et donc je la joue avec un plaisir non dissimulé. Et j'ai plein d'exemples comme ça qui peuvent m'aider à l'interpréter. Et donc c'est l'histoire de cette famille où cette Betty, la mère, qui a été une mère apparemment pas formidable tout le temps et qu'on doit placer dans une maison de retraite, et la sœur dont je m'occupe et qui est ma jeune sœur que j'ai élevée, je veux absolument qu'elle participe aux frais, donc j'ai invité à son anniversaire un couple pour qu'elle accepte un travail. Voilà, c'est pas gagné. Alors à vos côtés, il y a Lisa, c'est Isabelle Rougerie, celle qui a écrit la pièce, Patrick Zard qui joue Régis, et Stéphane Guéry qui joue Vincent. Voilà. Un présentateur télé un peu en passe de se faire virer, quoi. Voilà. Stéphane Guéry qui était l'adolescent des compères qu'on a vu récemment à la télé. Celui qui jouait le fils que les deux, Pierre Richard et Gérard Depardieu, voulaient retrouver. Alors, ça change quoi le Covid pour jouer? Ça change quoi? Sur scène, Ben rien. Pas de baiser, pas de toucher les gens. Vous faites laisse attention ou pas? Il y a des parce distances. que s'il voulait sortir, on lui dit la sortie est là. Voilà. Moi de toute façon, je vais vous dire une chose. Depuis le H1N1, depuis 5 ans sur Julie Lescaut et partout, je me lave les mains 20 fois par jour. Ah oui, d'accord. Et je pense que c'est la meilleure protection. Oui. Donc moi, j'ai toujours un petit truc dans mes mains, je me les lave, je les désinfecte en permanence. C'est ça la vraie protection. Et déjà quand je jouais là en tournée avec Gina Cléopâtre, j'avais mes petites et je désinfecte les poignées quand j'arrive dans les loges, les interrupteurs, les poignées de porte. Je faisais pour tout le monde dans les avions, je leur disais leur tablette et je leur mettais un peu de trucs sur les mains. Demandez-leur, ils me prenaient pour une folle. Voilà, moi j'ai toujours fait ça. Donc c'est vrai que j'attrape pas souvent de maladies, quoi. Est-ce que toute la troupe a été testée? Est-ce qu'il y a des tests qui sont demandés par les assurances ou le producteur du spectacle? Moi j'ai fait un quiz et on a tous gagné, on est bon. Donc vous n'avez pas fait de test. Et pourquoi vous voulez qu'on fasse un test? On va très bien. Pour les assurances. Et alors, on va faire un test pour les assurances et 48 heures après, on l'a. Non, mais toutes les semaines. On va faire un test tous les 48 heures. Non, si on a des symptômes, c'est idiot. Enfin, c'est idiot, quoi. C'est idiot. Vu qu'on a les résultats en plus une semaine après, je veux dire, il faut arrêter cette psychose. Si on a des symptômes, on ira se faire tester. Mais voilà. Il y a des téléspectateurs, décidément, des spectateurs au premier rang ou pas, ou les premiers rangs. J'en sais rien, mais là, de toute façon, c'est assez éloigné le premier rang de l'avance. On va pas à l'avant-scène. Et pourquoi cette pièce-là? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? J'ai trouvé le texte formidable, j'ai trouvé la pièce très drôle, j'ai trouvé le ton. Le personnage aussi. Le personnage génial. C'est assez choral, hein. Tout le monde a des personnages formidables. Les 4, et je ne vois pas dire qu'il n'y a pas un qui a un plus gros personnage que l'autre. Les 4 personnages racontent leur histoire et les 4 personnages sont des gros égoïstes qui ne pensent qu'à leurs fesses. Donc c'est quand même formidable, c'est une pièce sur les égoïstes. C'est drôle, c'est très drôle. C'est représentatif de la société d'aujourd'hui. Très représentatif de la société. Absolument. Gilles? Oui, moi je voulais savoir également qu'est-ce que ça va vous faire de voir des gens masqués ou voilés qui viennent au théâtre? Au bal masqué. Je sais pas qu'est-ce que je vais me faire. Je les vois pas. Moi, ils sont dans le noir. Je les plains un peu parce que je pense que voilà, quoi. C'est pas très drôle d'être masqué tout le temps. Donc voilà. Mais en dehors de ça. Vous-même, vous disiez tout à l'heure en coulisses que le masque. Vous allez dévoiler ce que je dis en coulisses. Que le masque était quelque chose de compliqué pour vous. Mais moi, je suis claustro, alors je supporte pas le masque. Donc c'est pour ça que je ne reste pas à Paris les week-ends parce que si je suis pas, je peux pas moi me promener avec un masque. Je n'ai aucun plaisir à me promener avec un masque. Je suis claustro, j'étouffe, je respire pas, je me sens pas bien. Voilà, donc je choisis. Alors soit je reste enfermé chez moi, je le mets quand je vais faire des courses, mais voilà, que je suis le minimum dehors, ce qui est très con. Donc la pièce va repartir en tournée ou pas pour nos auditeurs en 2021. En 2021. Super. En 2021, septembre, à partir de septembre 2021, elle partira en tournée, ouais. Donc là, Paris à partir du 22 septembre.
septembre jusqu'à pour l'instant début janvier. Après, on verra. Donc c'est une pièce pour les fêtes. On peut préparer un voyage voilà, à Paris pour venir pour les fêtes. Absolument, faire un cadeau au théâtre La Bruyère du mardi au samedi à 21h et le samedi à 16h45. Donc là, vous ne pourrez plus partir en week-end. Bah si, du dimanche matin au mardi midi. Matin, voilà. au mardi 20h. Voilà. Oui, j'irai prendre l'air en Ce sera Corse. décalé, absolument. La Corse, votre île de cœur. Merci. Ah, puis ma résidence, surtout. Oui, vous êtes domicilié là-bas. Voilà. Merci beaucoup Véronique Jeunesse d'être venue. Bêtise Family, Théâtre de la Bruyère. Il faut ressortir tous ceux qui disent ras-le-bol du masque, on nous muselle, etc. Montrer que je pense qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, absolument. Beaucoup de plaisir à voir cette pièce. Écoutez, venez si vous avez envie. Voilà. On peut pas vous forcer non plus. J'irai pas vous chercher chez vous. Non, mais ça fait du bien de sortir aussi, je pense, oui. Et de voir d'autres horizons que ceux qu'on a pu avoir depuis 6 mois. Alors moi, je suis en vélo, donc moi j'irai bien. Moi, je suis capable d'aller quand même au théâtre voir. Je vais aller voir des copains là, quand même. Ouais. Je suis capable de supporter pendant une heure et demie, assis, sans bouger. Peut-être je peux y arriver. Vous savez ce que vous allez voir ? Oh, mais j'ai plein de pièces que je vais aller voir. J'ai pas vu encore la machine de Turing, donc je vais y aller. J'ai pas mal de pièces que je vais aller voir. Et comme c'est pratiquement que des reprises pour l'instant, ça me donnera l'occasion d'y aller. Très bien. Et le sondage, Valérie, il n'a pas beaucoup bougé pour nos auditeurs. 70% non dimanche. Pour retourner dans les salles et 34% oui pour retourner dans les salles. Oui, vous irez continuer de voter. Voilà. Vous irez le dimanche, parce que sinon c'est compliqué. Merci beaucoup Véronique Jeunesse d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler de notre sommeil vers 11h-20, 11h-15. Mais juste avant, on va recevoir le réalisateur Luc Herman pour parler de ce documentaire assez incroyable sur Big Pharma et sur ces laboratoires pharmaceutiques qui va passer ce soir sur Arte. À tout de suite.